Oliver. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes particulièrement ravis de vous accueillir ce soir dans ce lieu mythique, le Joe Allen, pour passer une soirée qui, je l'espère, sera inoubliable en compagnie de Craig Johnson. Avant de laisser la parole à Craig, vous dire que les éditions Gallmeister, représentées par Oliver et son équipe, et les éditions Point, sont ravis de vous accueillir ce soir en partenariat avec la Fnac, qui nous permet d'accueillir des adhérents Fnac autour d'une soirée particulière autour d'un auteur précis, à savoir Craig Johnson. Le but de la soirée, c'est une soirée pour vous. Vous allez profiter de l'auteur. Surtout, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous aurons la chance d'avoir la traductrice de Craig, Sophie. Si vous avez des questions en français, n'hésitez pas à la poser en français. Sophie traduira à la fois vos questions, vos réponses. Ce soir, Craig Johnson est pour vous. Voilà. Profitez-en. Ah, yes, absolument. Voilà. Attention, la femme de Craig est là ce soir aussi. Judy est parmi nous ce soir. Voilà, vous dire que ce soir c'est une soirée festive, nous allons vous inviter à dîner bien évidemment, nous allons vous offrir des livres, nous allons même demander à Craig de vous les dédicacer en fin de soirée. Donc voilà, c'est une soirée qui, je l'espère, sera magique pour vous, qui sera magique pour nous. En tout cas, nous remercions Craig Johnson d'être présent ce soir parmi nous. Avant de commencer, je vais juste laisser la parole à Oliver Gallmeister, qui est l'éditeur historique de Craig Johnson. Et j'ai une seule question à poser à Oliver, c'est de nous raconter l'aventure Craig Johnson en France. Comment l'aventure a-t-elle commencé? Comment, Oliver, as-tu rencontré Craig et comment as-tu décidé de l'éditer et de faire démarrer cette magnifique aventure qui dure depuis 12 livres? Bonsoir, merci à tous d'être là. Merci à la Fnac de nous inviter. Je ne suis pas très à l'aise en public. C'est pour ça que je suis éditeur. Les rencontres entre un auteur et son public, c'est toujours très émouvant pour un éditeur parce que c'est là que tout le travail qu'on fait dans l'ombre, puisqu'on est des gens de l'ombre, se matérialise et prend forme, puisque ce qui est important, c'est la rencontre entre l'auteur et son lecteur, ses lectrices. Et ces moments-là sont très émouvants puisque il faut remettre les choses dans leur contexte. Imaginez que Craig, lorsqu'il écrit The Cold Dish, Little Bird en 2000, il a mis un certain temps à l'écrire, il vous racontera, mais lorsqu'il le publie en 2005 aux États-Unis, il n'imagine pas que 13 ans plus tard, il sera à Paris devant un certain nombre de lecteurs et lectrices qui ont lu son livre, qui connaissent son œuvre, qui vont lui poser des questions, qui vont critiquer quelque chose, s'interroger, le challenger, etc. Et cette rencontre-là, pour moi, c'est ce qui fait la grandeur de notre métier. Bref, ceci étant dit, la rencontre avec Craig Johnson, elle s'est faite comme toujours par hasard. J'étais tout jeune éditeur à l'époque, la maison avait 2 ans, et j'avais rencontré un agent, l'agent de Craig aux États-Unis, qui me dit: faut que tu lises ces romans, c'est des westerns policiers. Et en bon français, je me suis dit, western, moi je suis un fan de western, je suis un fan du policier, mais des westerns policiers. Et puis j'en parle à l'agent français qui n'est pas là, j'espère, ce soir, et qui me tend le livre en me disant: voilà, j'aimerais bien lire, on m'a dit que Craig Johnson c'était bien, The Cold Dish, et elle me tend un livre en me le tenant comme ça. Et elle me dit: quoi, tu veux lire ça? Et c'était un livre avec une couverture, avec un cow-boy mal dessiné, avec un flingue sur l'épaule, une connerie de macho. Voilà. Donc, pour être poli, je prends le livre et je me dis: bon, je vais lire 20 pages. Et puis je dirais que c'est pas demain. Et j'ai commencé le livre à 10h du soir, 1h du mat, j'étais encore dedans. Dès la première page, j'ai commencé à rire, ce qui est très rare. Je ris beaucoup, je ris pas beaucoup en général, mais je compte sur le doigt des 2 mains les auteurs qui m'ont fait rire depuis que je suis venu. Et puis surtout, Craig c'est un auteur qui me touche, parce que des écrivains de polar qui font des livres, on va dire potables, il y en a, mais des écrivains qui écrivent avec du cœur, qui écrivent avec de l'empathie pour leurs personnages, pour tous leurs personnages.
même les criminels, des écrivains qui cassent les clichés, comme le fait Craig, par exemple. Vous avez tous compris que entre l'Indien et le cow-boy, le plus intelligent et le vrai héros, c'est l'Indien et pas le cow-boy. Où l'on imagine le cow-boy macho, le cliché, alors qu'en fait, Walt, sans les femmes qui l'entourent, qui le nourrissent, qui le protègent, qui s'occupent de lui, n'est qu'un gros balourd. Tous ces codes qui pourraient être des caricatures de polar et de western sont mis à mal par Craig et ça m'a plu. Voilà. Et quand un lecteur aime un livre, en général, il le publie. Mais comme moi, j'étais jeune et un peu naïf, je me suis dit, ça ne marchera jamais, ça ne plaira à personne d'autre qu'à moi-même, donc je ne vais pas publier, parce que ça ne marchera pas. Voilà, j'étais très très jeune. Et donc, je pose le livre, et puis pendant 3 mois, je dis non, ça ne marchera pas, j'y crois pas. Puis je lis le deuxième, j'avais rien à lire, je m'embêtais. Je lis le deuxième, et là, je lis en 1 nuit. C'est bizarre. Pour moi, ça marche. Bon, le lendemain, je dors un peu, et puis j'ai lu le 3e en 1 nuit aussi. Et là, je me dis, quand même, sois un petit peu malin. Si toi, c'est un livre, moi, je suis un lecteur professionnel, donc je fais que ça, et c'est dur de ne pas s'endormir sur un livre. Et si un livre te garde éveillé, un auteur te garde éveillé pendant 2-3 nuits d'affilée, c'est que tu as quand même un auteur qui peut toucher les gens. Voilà. Et on a essayé de publier Craig Johnson, ça a très bien marché, et c'est devenu, Craig est devenu un ami, et on a commencé en 2009 cette conversation entre Craig et vous, en fait, et son public. Donc nous, on n'est que les médiateurs qui durent depuis maintenant 10 ans, voilà, en partie grâce à l'éditeur, mais surtout grâce à l'auteur et grâce au lecteur. Alors on va vous demander de poser des questions à Craig. Pour vous aider, on va laisser Alice, qui est la directrice éditoriale des éditions Point, poser les premières questions, mais après on vous laissera la parole. Voilà. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors j'ai l'impression, en ayant un peu discuté avec vous tous, que... ouais, parce que je ne suis pas très grande, donc je vais m'asseoir. Si j'y arrive. En discutant un peu avec vous, je me suis rendu compte que vous connaissiez tous déjà très très bien quand même la série Walt Langmeyer, donc je ne vais rien vous apprendre et je ne vais rien vous révéler, mais c'est juste histoire de lancer la discussion. Oliver disait qu'au départ il avait lu Craig Johnson, on lui avait présenté comme un western policier. C'est vrai que pour nous lecteurs de polar français, le western policier, bon, on ne voit pas trop ce que c'est, et encore moins un shérif. Un shérif, bon voilà, on a des vieilles images des westerns quand on regardait plus jeune, et pour nous le shérif c'est quand même un peu un gros balourd, raciste, parfois un peu bas de plafond, et là c'est pas du tout le cas avec Walt Langmeyer. Donc la première question que je vais poser, qui est une question tout à fait naïve, c'est comment vous avez eu l'idée de créer ce personnage de Walt Langmeyer? You should take that. You know what I did was I did a lot of ride-alongs with a lot of sheriffs in Wyoming and Montana, and they probably had more to do with like breaking down all of those stereotypes than anything else. En fait, tout simplement, j'ai passé beaucoup de temps avec des shérifs du Wyoming et du Montana, et vous savez, déjà, eux, assez simplement, ils pulvérisent les stéréotypes. And it was interesting like that because, I mean, one of the terms that I kept hearing them say over and over again was my people, I got to take care of my people. And what I discovered was that, you know, the way that they, you know, the way that they dealt with their job was much more people-oriented, was much more, you know, neighborhood-oriented, was much more involved with the people that they knew. And we were actually discussing this a little bit earlier, like at the fact that, like, you know, that the way that you're going to have an effect in any form of law enforcement is by actually being a part of your community. And, you know, for me, that seemed to be what it was that came across with all of these sheriffs over and over and over again. Et ces shérifs du Wyoming et du Montana, ils
il parlait toujours il disait my people, donc mes administrés, mes gens. Et je me suis rendu compte à quel point c'était une activité qui était proche des gens. Et finalement, dans ce métier-là, qui est une forme d'exercice de la police, ou de faire respecter la loi, c'est probablement celle qui est la plus proche des gens et de l'inscription dans une communauté. And then one of the other things we were discussing earlier too, I'm sorry, I'm going to use you for an example here like that, but over and over again like that, I remember when I was first being trained as a law enforcement official like that, I was, my training officer was this old Irish cop like that, and one of the things he said to me was, like, he goes, he could tell I was nervous on my first day, and he said, kid, don't worry. He says, as long as you don't, you can lose your badge. He said, you can even lose your gun. As long as you don't lose your sense of humor, you'll be all right. It's true for Oui, on en parlait tout à l'heure avec un lecteur. Quand j'ai reçu ma formation d'officier de police, j'avais pour tuteur un vieux flic irlandais qui me disait, il voyait bien que j'étais un peu nerveux. Il disait, t'inquiète pas, même si tu perds ton badge, c'est pas grave, si tu perds ton arme, c'est pas grave, du moment que tu perds pas ton sens de l'humour. But for me, that's kind of emblematic of like the sense of humanity that you have, like what you don't want to lose to all of the trappings, whether it's the bulletproof vest or the gun belt, or the cruiser or all these things, or the mirrored glasses or whatever. What you don't want to lose is the humanity. I mean, you're dealing with people is what you're dealing with, and it's the sense of being able to understand people, to be able to read people, to be able to help people. Like that's where the real effects of law enforcement come across, and I think that's one of the strong suits, hopefully, that Walt brings across too. Like that is that he hasn't lost his humanity, he hasn't lost that ability to understand where people are coming from, and how it is that he can help them. Like that's essential. Not only in the job itself like that, but also in the literature. She'll kick me if I go too long. Le plus important, c'est de garder son sens de l'humain. Qu'on perde ses lunettes réfléchissantes, qu'on se laisse un peu bercer par tous ces gadgets, la voiture de patrouille, le gilet pare-balles, tout ça c'est très bien, mais l'essentiel c'est comprendre les gens, savoir les écouter. Et Walt, malgré tout ce qui lui est arrivé, toutes ses aventures, il n'a jamais perdu son sens de l'humanité. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que les shérifs aux États-Unis, ce sont des élus. C'est la grande différence, je parle sous le contrôle des forces de l'ordre, c'est la grande différence avec ce que nous, on connaît de notre système, c'est que le shérif est un élu, donc c'est vraiment un membre de la communauté très important. Oh, absolutely. Like, I mean, not only are you a police officer, you're also a politician. And I guess when I use the term politician, I'm using it, I think, in the highest sense, in that you are answerable to the people that have given you their vote. So an awful lot of the time, most people don't really feel a connection to a police department, but they will feel a very strong sense of connection to a sheriff's office simply because they gave you one of the most treasured things that they have in their lives, their vote. They gave you that. And so for that very treasured thing that you have given them, they owe you. They owe a response to you. And so, people will walk into a sheriff's office. People that will never walk into a police office ever in their entire lives, will never walk into a precinct office in their lives. They'll walk into a sheriff's office and they'll say, I'm having trouble with my next door neighbor because of water rights or whatever like that, because they're invested. They're invested in that. And so when I was coming up with the idea of Walt, one of the ideas was, okay, there is this iconoclastic image of, the American West and law enforcement. And I thought, there's a reason for that. There's a connection there that these communities have. And that's why Walt probably should end up being a sheriff, I thought.
le fait que le shérif soit élu, évidemment, ça le met dans cette double position. Il est à la fois un officier de police et en même temps un homme politique. Et là, j'entends politique dans le sens le plus noble du terme, à savoir il est responsable devant ses électeurs. Et les gens vont souvent se sentir liés à leur shérif parce qu'ils lui ont donné leur voix. Autant ils n'entreraient jamais dans un commissariat de police, ils vont aller voir leur shérif en lui disant « j'ai des ennuis avec mon voisin ». Et c'est beaucoup plus facile pour eux. Et cette image un peu iconoclaste du shérif de l'Ouest m'a beaucoup intéressée. Et quand j'ai commencé à réfléchir au personnage de Walt en tant que représentant de la loi, pour moi, il est devenu très vite évident qu'il serait shérif. Alors maintenant qu'on a parlé de Walt, on va parler de où Walt habite. Parce que cette idée de créer un personnage et une série qui se passe au milieu de nulle part, parce que pour nous c'est le milieu de nulle part, et pour les lecteurs français, il y a du dépaysement, mais dans les livres de Craig, ce qui est un élément très important pour nous, c'est la nature environnante et le dépaysement que ça crée. Alors la question c'était, Craig a-t-il déménagé avec Judy au pied des Big Horn Mountains, puis il a créé le personnage de Walt, ou c'est parce qu'il a créé le personnage de Walt qu'il a déménagé là-bas? Good question. Really good question. Never been asked that one before. 13 years I haven't been asked that one. Well, I think, whenever I was coming up with the idea, because I had lived there in Wyoming before, and returned, to Wyoming again. One of the things that became very apparent to me was that open space. I mean, there are only 500,000 people in the whole state of Wyoming, which is exactly half the size of France, I think. Only 500,000 people. There are more pronghorn antelope than there are people in Wyoming. I should let you translate that. C'est une très bonne question. En 13 ans, on ne l'a jamais posée. J'avais déjà vécu dans le Wyoming et vraiment j'y suis retournée parce que j'étais absolument fascinée par les grands espaces. Vous savez, dans le Wyoming, il y a 500 000 habitants. C'est un territoire qui fait à peu près la moitié de la France. Il y a plus d'antilopes que d'humains. And so immediately what kind of became very obvious to me is that I was going to be writing about a man who was a vertical, individual on a very large horizontal plane. He was standing against something. He was standing against a chaos. He was standing against, wrong. All of these things like that. But people will ask the question like that. Don't you feel somewhat impaired, by writing about a place that's in the middle of nowhere? The thing about the middle of nowhere is that things become very apparent. You start seeing things very clearly in a land in the middle of nowhere, and that's kind of the way I saw Walt. He noticed things. He saw things in this vast wasteland. En fait, ça m'est apparu comme une évidence. Le personnage de Walt serait un type planté au milieu d'un espace gigantesque et évidemment potentiellement et réellement chaotique. On m'a souvent posé la question, on m'a demandé si c'est pas difficile d'écrire sur un endroit qui est si perdu, et en fait non, parce que c'est un endroit où les choses apparaissent de manière très très claire, très flagrante. I think also that there's a little bit of a misnomer, there's a little bit of a mistake that's been reinforced by a lot of the literature and a lot of movies, from the past, like that, where you get this idea that that especially in places like the American West, that every man's a man and everyone takes care of their own problems and you deal with your own things like that. That's just bullshit. Like that. I mean, anybody that lives, excuse my language, like that, but anybody who lives, in a farming, and it's the same thing here in France, I'm sure, like that, anybody who lives in a farming or a ranching community knows you really depend on your neighbors. It becomes more important. That sense of community becomes infinitely more important because it's so much more of a thin veneer. I mean, you can live, in an apartment,
you know, in an apartment building here in Paris, you know, with 1,000 other people in that building and not know a single other person in that building. But if you live in a small town, you know everybody in that small town. Like, it's going to be something that, you know, these people are going to know you, you're going to know them, like that, because there are certain times of the year, especially like in a farming or ranching community, where you're going to need their help. You're going to need those people. Like that. They're going to be important to you. And, you know, that's one of the things I think that, like, you know, is one of the elements that I think infuses the books that's a little bit different from the stereotypes and the cliches that you tend to see with a lot of Western literature and a lot of Western, you know, especially movies. A lot of Western movies, too. En fait, vous savez, il y a une erreur qui vient du passé, notamment dans la littérature et du cinéma, cette idée que dans l'Ouest, les hommes, c'est des vrais hommes, quoi. Bon, ça, c'est des conneries. C'est la même chose en France. Si vous prenez une région rurale, la communauté prend un sens tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec le fait de vivre dans un immeuble parisien où vous pouvez passer des années sans connaître vos voisins. Quand vous êtes dans un petit village, forcément, vous connaissez tout le monde et vous les connaissez d'autant plus qu'il y a des moments dans le cycle, au fur et à mesure des saisons et des activités, vous allez avoir besoin de leur aide. Donc c'était important aussi de casser ce stéréotype du western relativement ridicule. Alors il y a Walt, mais il n'y a pas que Walt. Vous qui êtes de grands lecteurs de la série, il y a évidemment le grand ami de Walt, qui est Henry Standing Bear, j'espère que je le prononce à peu près bien, qui est effectivement, j'allais dire l'Indien du village, mais non, mais qui est le grand Indien ami de Walt et qui représente du coup la communauté des Native Americans qui vivent dans la réserve. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose pour nous lecteurs français qui est fascinant et très dépaysant parce que on connaît les cow-boys et les Indiens, mais on connaît très peu finalement les habitants de cette réserve. Donc j'imagine que Henry Standing Bear, il existe, ou au moins un cousin ou un neveu. Or some vague relation of some sort. Well, for me, the key element there is that where my ranch is, like on the Wyoming-Montana border. You know, my ranch is like right there at the very northern portion of Wyoming. Immediately north of us, that's the Northern Cheyenne, the Crow Reservation. So these are my neighbors. You know, these are my friends. These are practically family. Okay, so I really kind of have to be careful, you know, in how I treat them in the books like that, because they read the books too. Okay, so it's important, you know. One of my favorite quotes is the one from Wallace Stegner, where he says the greatest piece of fiction ever written is the disclaimer at the beginning of every book that says nobody in this book is based off anybody alive or dead. Like, and what a crock that is. I mean, that's your job, to go find interesting people like and put them in your books. And so, you know, for me, you know, there's always going to be the baggage that you're bringing, you know, with the fact that you're writing crime fiction or that you're writing westerns. You know, and so there's all this imagery that everybody has from all those movies, from all those books, and all that stuff, you know, that's been crowded into your heads, you know, from these, like, you know, decades of all this stuff. But it might not be particularly true. It might not be exactly, you know, the way these people actually are. And so, for me, one of the key elements is to try and portray them as they actually are. To make them multi-dimensional characters so that you discover the most important aspect that I think, you know, as far as who they are, how much they're like you. And she'll kick me if I keep going. Mon ranch, il est à la frontière entre le Wyoming et le Montana, et donc juste au nord de chez moi, il y a la réserve des Cheyennes du Nord et des Indiens Crocs. Donc ce sont des amis vraiment très proches, presque de la famille. Et en plus, je vais vous dire, il faut que je fasse attention parce qu'ils lisent les bouquins. Vous savez, souvent je fais référence à cette phrase de Wallace Stegner qui dit que la fameuse phrase qu'on voit au début des romans, toute ressemblance avec des personnes existant, ayant existé, etc., serait
pure coïncidence. C'est une arnaque totale. C'est pas vrai. Le boulot d'écrivain, c'est exactement ça. C'est de prendre chez les gens qui vous entourent des tas d'éléments pour bâtir vos personnages. Et vous savez, vous les lecteurs, vous avez toutes sortes d'images dans la tête qui sont héritées de ces traditions dont on parlait tout à l'heure et qui sont pas forcément toutes vraies. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire ces gens de la manière la plus proche de la vérité possible et surtout de vous faire percevoir qu'ils sont exactement comme vous. And the difficulty being that, like, okay, so I mentioned that, like, you know, Wyoming only has 500,000 people, right? So the whole state of Wyoming, 500,000 people. There are only 5,000 enrolled members of the Northern Cheyenne tribe. 5,000. So whenever I borrow from my friends and stick them in my books, everybody knows who I'm talking about. Everybody on the res knows exactly who I'm talking about. And I take a great deal of pride in the fact that the books and the television show are really popular up on the Northern Cheyenne Crow Reservation, almost to the point now where there are people who claim to be characters in my books up on the res that I've never met. And so I take that as flattering, to be honest. Vous savez, il y a 5000 membres enregistrés de la tribu des Cheyennes du Nord. Donc quand j'emprunte un petit bout de quelque chose à quelqu'un, tout le monde sait très exactement de qui je parle. Je suis d'ailleurs très très fière que les livres et la série aient tellement de succès. Et je suis même fière d'un truc encore plus incroyable, c'est qu'il y a des gens qui prétendent qu'ils sont des personnages de mes bouquins, et c'est des gens que j'ai jamais vus, que j'ai jamais rencontrés. Et alors, quand on parle des Indiens, est-ce que vous pouvez, là on s'écarte un tout petit peu des livres, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la situation des Indiens de la réserve maintenant, en 2018 ? C'est toujours très compliqué pour eux, il y a toujours des gros problèmes d'alcoolisme, de chômage, etc. Ou est-ce que leur situation s'améliore petit à petit ? Well, I mean, the first thing that, like, you know, I always like to be very clear about is whenever you're talking about the Indians, okay, you're talking about over 250 tribes. There are like over 250 reservations on the United States. And so you can't really say the Indians. You can't really say, you know, nothing is going to encompass, you know, the differences, you know, between all of these reservations and all of these different tribes. I mean, the Seminoles down in Florida have very little in common with the Pequots up in Connecticut or the Sioux, you know, out in South Dakota. Like that. You're talking about very, very different tribes, very different civilizations, very different abilities, like that, you know. And this is the good and the bad part of it, I have to admit. If you look at the reservation situation, especially, I'm only more of an expert on, you know, if I can call myself an expert, on the portion of the United States where my home is, like where I write about, which is basically Wyoming, Montana, a little bit of South Dakota, those areas, like that, there in the high plains. Je vais essayer d'être très claire. Vous savez, aux États-Unis, il y a 250 tribus, il y a plus de 250 réserves, et en fait, dire les Indiens, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que les différences d'une tribu à l'autre sont absolument énormes, entre les Séminoles de Floride ou les Sioux du Dakota du Sud. Bon, il y a des bons côtés, des moins bons côtés, et en fait, je ne parlerai que de ceux que je connais bien, ceux qui sont de mon coin, c'est-à-dire Wyoming, Montana et un peu du Dakota du Sud. And one of the things you might have noticed, this is like a really invidious aspect of American history that nobody's ever really discussed all that much. One of the things that you might notice when you start looking at where the reservations are placed in the United States and which reservations are right beside each other, one of the things you'll notice, like at the Crow and the Northern Cheyenne, were deadly enemies. Deadly enemies. And the theory, I'm firmly of the belief, like that back in the 19th century, was if we take these two tribes that are mortal enemies and we place them right beside each other in these reservations, they'll take care of the problem themselves. And one of the things they didn't take into consideration was just how resilient the American Indian was. How good they would be at, like, you know, excuse the term, burying the hatchet, like that, and working together.
to make sure that these civilizations would continue and that these lines of these tribes would continue to survive. Un aspect de l'histoire américaine qui est assez méconnu, c'est quand vous regardez une carte des États-Unis et que vous voyez deux réserves indiennes qui sont très proches. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles correspondent à deux tribus qui étaient ennemies absolues historiquement. Et c'est exactement ce qui se passe avec les Crows et les Cheyennes du Nord. Et il me paraît assez évident qu'au 19e siècle, quand ils ont créé les réserves et dessiné les territoires, l'idée sous-jacente, c'était quand même ils vont régler le problème entre eux. Et c'était sans compter la résilience de ces gens qui, évidemment, ont enterré l'âge de guerre, sans faire de jeu de mots, et se sont débrouillés pour survivre à cette artificialité du dessin. One of the best quotes I ever heard about it was probably from John Steinbeck on America and Americans, where he said that the natives have been able to survive both our very best intent and our very worst intent. And he said, I'm not sure which one has been more damaging. And I think he's right about that. J'aime beaucoup cette citation de Steinbeck qui dit que les Indiens ont réussi à survivre aussi bien à nos meilleures intentions qu'à nos pires. Je ne sais pas ce qui est mieux. But then as going into the 20th century, the thing that took place was a sense of geography. And the major sense of geography that was going to have an effect on all of these different tribes was the United States highway system, is what it was. If you had a highway going through your reservation, then you probably would get tourism. You would probably have more of an opportunity to develop some sort of an economic basis, for your tribes. And one of the classic examples is right there to the north of us. I-90 goes right through, a major interstate highway goes right through the Crow Reservation. And so they have tourism, and they have some manufacturing, these things. The Northern Cheyenne Reservation is more pushed off to the eastern portion of Montana, and there really isn't any access. If you want to go there, you have to try to get there. It's more out of the way. And so there's a direct effect, in all of these things. Like that economics, like that is going to have a direct effect on all of where the geographic location of all of these reservations happens to be. Et au XXe siècle, il y a eu une autre évolution, c'est la création des autoroutes. Et si l'autoroute passait par la réserve qui était la vôtre, toute une activité touristique se mettait en place. La réserve Crow est traversée par l'I-90. Par contre, la réserve des Cheyennes du Nord, elle est beaucoup plus à l'est. Vraiment, pour trouver le chemin pour y aller, il faut chercher. Et évidemment, ça a eu un effet direct sur le développement économique de l'une et de l'autre. And I think that an awful lot of the reservations face the same problems that a lot of rural aspects of America still face, in the sense that are there economic opportunities, are there you have the youth that want to go off to bigger cities to try and find better jobs, and that all of these things I mean, there really is kind of a mirror image of it, which is what I try and do with the books. Whenever I write the books and I'm writing to you about the natives that are in the books, I'm not trying to show you how different those natives are from you. I'm trying to show you how much they're like you, is what I'm trying to get across. Vous savez, finalement, il y a beaucoup de réserves qui ont les mêmes problèmes que n'importe quelle autre zone rurale. Par exemple, les jeunes qui veulent aller à la ville. Et quand je vous parle des Indiens, je ne cherche pas à vous montrer à quel point ils sont différents de vous, mais au contraire, à quel point ils vous ressemblent. Alors, moi, j'ai déjà posé plein de questions. Donc, je m'accorde une dernière question d'éditrice quand même. Et puis après, je vous laisserai la parole à vous parce que j'ai pu poser plein de questions, mais c'est à vous d'en poser si vous avez envie. En France, on vous lit pas seulement comme un auteur de polar, mais on vous apprécie aussi parce qu'on sent chez vous que vous avez des références de littérature classique. Et en tant qu'éditeur, c'est ça qui nous touche aussi, et comme lecteur. Vous citez Dante, notamment dans Tous les démons sont ici, qui est c'est ton livre préféré, Oliver. Et ou aussi Laclos dans Little Bird. Et quelles sont vos références? C'est du polar, c'est la littérature?
Everything, everything. I think one of the things I stumbled onto when I was coming across the character of Walt. One of the things that I think was very essential to his development and making him who he was is, I gave him one secret weapon. I gave him one secret weapon. He reads. He reads, like us. He reads. And only those of us who read know how much of a secret weapon it is, how much of an advantage we have over all of them that are out there that don't read. And you can find those echoes, of Walt's literary world, going all the way through his life. He played football for USC, but he was an English major. He studied literature, is what he did. When he got back to Wyoming, what was the sheriff's office there in Absaroka County? It was an old defunct library. It was where the books had gone to die, and it's where Walt went to live. And Walt reads. And I think that if there was one aspect of Walt's nature that I may have didn't take into consideration just how strong of a connection he was going to have with the readers, was that he reads. He reads everything, and he remembers it, and it gives him an advantage in a modern culture, in a modern society. He remembers all of it, and it gives him an advantage. Quand j'ai commencé à concevoir le personnage de Walt, assez vite, je me suis dit, tiens, je vais lui donner une arme secrète, et cette arme, c'est la lecture. Et il lit beaucoup, et vous savez quels avantages ça donne. Bien sûr, il a joué au foot en Californie quand il était étudiant, mais surtout, il a étudié la littérature. Son bureau est installé dans une ancienne bibliothèque. Il lit beaucoup, et en fait, je crois même que je n'avais pas réalisé à quel point ça deviendrait important, à la fois pour lui et pour vous, les lecteurs. Voilà, alors je vais vous laisser poser des questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On l'a dit en préambule, Craig Johnson est là pour vous ce soir. Et ne faites pas semblant d'être timide, parce qu'on vous a vu avant, on sait que c'est faux, et on sait que vous connaissez l'œuvre de Greg par cœur, donc on attend des questions. En français ou en anglais Oui, allez-y en français. Allez. Well, I prefer in English. Oh, okay. I'm curious how much ahead you planned the development of Walt. I gotta admit, like well, it was a two-step plan. Sorry. J'ai juste demandé combien de temps à l'avance il planifiait l'évolution de Walt. It was a two-step plan in the sense that, like, when I wrote the first book, when I wrote Little Bird, it was one book. That was it. It wasn't supposed to be a series. Like, it was simply supposed to be, one book. And then, the American publisher sat me down and said, we think that people are going to like these characters, they're going to like Walt, they're going to like this world, and they're going to want to know what happens. They're going to want to know where this goes. And they said, you really should think about writing some more of these. And that's when I, with the knowledge of not even having had one book published, started arguing with one of the largest publishers in America and saying, I don't think that'll work. I don't think that's a good idea. But I got some other ideas I want to bounce off of you. And she said, why don't you go back to your ranch and sit down and think about this? And so I did. En fait, ça s'est fait en deux étapes. Quand j'ai écrit Little Bird, donc le premier livre, pour moi c'était un livre, un roman, et donc l'éditeur américain me dit, vous savez, c'est vraiment bien, je crois que cet univers va beaucoup plaire aux lecteurs, vous devriez envisager d'en écrire d'autres. Et là, moi, qui ai à peine un livre publié, je commence à discuter, à dire non, c'est pas une bonne idée, j'ai d'autres projets. Là, elle m'interrompt tout de suite, elle me dit, rentrez chez vous, réfléchissez, on se reparle. Elle avait raison. And so then I started thinking about it, and I thought, okay, well, if I do start this, where is this guy going to end up? Where's it going to go? What's going to happen? What's going to happen with this, burgeoning relationship between Walt and Vic? This friendship between Walt and Henry,
that's the bedrock, you know, of who they are. What's going to happen with this relationship between he and his daughter, you know, and all of these different aspects, you know, of this world. And so I kind of thought it out, and I kind of thought out about maybe a full 30 years is what I came around to. You know, as to where would these characters be in about 30 years? Because I thought that's when you're probably going to be old enough to where you're going to have to think about, you know, kind of like, you know, sewing this up a little bit, because you're going to be old enough that you might not be able to finish the whole thing. But there's less of Henry and more of fiction. It varies. It varies. It actually varies. Like there's a real ebb and flow, you know, with the characters. Like sometimes, you know, like there'll be more Vic, or there'll be more Henry, or there'll be more Caesar Vittoria, or all these different things like that. And so it varies. It varies a lot like that. But for me, that's kind of important like that, because I think that's the ebb and the flow that will make these books, you know, much more interesting. If there was the same amount of the same characters, you know, in every book, then the books would become repetitious. But I can guarantee you that there are books, you know, where there's a lot more Henry, maybe not quite so much Vic. I mean, obviously, as the crow flies, there's a lot, you know, more Henry in that particular book, because the book takes place up on the res. And so for me, that's, you know, that's going to be a predication as to, like, you know, who's going to have a more leading role in each book. Bon, donc j'ai décidé de continuer. Alors, j'ai réfléchi en termes de, bon, alors cette amitié entre Walt et Henry, où est-ce que je vais la mener? Vic et Walt, ça commence bien, on va aller où? Walt et sa fille, dans une perspective qui va à peu près à 30 ans, parce que, a priori, dans 30 ans, je serai peut-être plus vraiment en état d'écrire. En faisant varier les proportions de chaque personnage selon les livres. De certains, il y a plus de Vic, d'autres, il y a plus de Henry. Ça dépend des livres, évidemment, mais heureusement qu'il y a ça, sinon ça serait un peu répétitif. Et l'idée, c'est de dynamiser la série. À vol d'oiseau, évidemment, l'essentiel se passe sur la réserve, donc Henry prend une importance. The two emails that I get after every book, one that I get is, you beat up on Walt too much in the last book, you need to take it easy on him in the next book, which is very flattering, like that, you know, because it's like I'm God and I can make a decision as to whether, you know, Walt gets beat up or not. Alors, les deux emails que je reçois à la sortie de chaque bouquin, c'est le premier type, c'est vous cognez quand même un peu trop sur Walt, s'il vous plaît, dans le prochain, et allez-y un peu plus mollo, ce qui me fait sentir très bien. J'ai l'impression que je suis Dieu et que je décide. And then the other question, the other statement that I get, the other email that I get after every book is, there was not enough of my favorite character in this book. Like there was not enough Henry, there wasn't enough Vic, there wasn't enough Lucian. And I knew I'd reached a certain point in the books when I started getting emails that said, you know, there really wasn't enough dog in the last book. I was like, really? So, but that's really one of the joys to me, like that, because that means that, like, you know, to a reader, that character's really touched them, like, and they want more. They can't get quite enough, you know, of that character. And that's the beauty of, I think, you know, writing with an ensemble of characters where there's not going to be the same amount every time. And, you know, it's almost like, you know, what's not being said about the character. When the character is not there, there's that much more of an attraction to that character to bring them back and make them stronger in the next book. Et l'autre type d'email que je reçois, c'est il n'y a pas assez de mon personnage préféré. J'ai même eu il n'y a pas assez de chiens. Mais en fait, c'est vraiment agréable et ça me touche beaucoup parce que ça veut dire que les gens sont tellement attachés au personnage qu'ils veulent en savoir plus. Mais dans ce cas, je leur réponds, il faut bien que je laisse des creux et des non-dits pour pouvoir, dans le roman suivant, créer une nouvelle histoire. In case I didn't warn you, the way this works is you ask me a question, it takes me about 20 minutes to answer. Okay, so we have time for one more question, I think. Vous savez, les rencontres avec moi, c'est toujours comme ça. Hein. Vous allez poser une question et moi, je parle pendant 20 minutes. Donc voilà, il reste le temps d'une question. Oui, merci. On a parlé de beaucoup de choses. Vous avez en fait créé un univers à part entière. J'ai donc deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous a amené à écrire, étant donné que vous avez Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Et la deuxième question, c'est
On n'a pas tellement parlé, enfin la dernière question était là-dessus, mais sur le style, je trouve qu'on n'a pas assez insisté. Est-ce que dans la déconstruction des stéréotypes dont vous parlez, vous sentez une filiation avec des auteurs type Chandler, Dashiell Hammett ou même Jill Thompson, puisque vous dites vous-même que, en fait, voilà, Longmire est un lecteur, vous l'êtes aussi. Voilà, quelle est l'affiliation? Oh, absolutely. Like, I'll answer the second question first. Like, let me go back to the first. Like, if I can remember what the first question was. But the second part, you know, I mean, I think that, you know, if you're trying to do something different in any genre, whether it be crime fiction, Western, you know, literary fiction, all those things, you better know what was done before. You know, whether you agree with it or whether you disagree with it like that, you better know what it was that was done before. And you know, one of the big aspects of the books that I use, that I think a lot of those really, you know, important, you know, predecessors, especially in crime fiction that you mentioned, is that first person voice. The way the books are written, they're written in first person so that, you know, you're in Walt's head, you know, for 350, 400 pages. I think it's important, you know, for you to know, you know, what Walt's thinking. Because what that provides is it provides you with a world view that Walt has. And that's a perspective. That's a perspective is what it is. And I like to think that in many ways that's where literature has a real advantage over any other art form, is that it actually gets you in the head of a character. It actually gets you in the head of somebody else whose experiences might be so completely different from yours. And it gives you an empathy and an understanding of human nature that no other art form really can. I mean, if you're sitting there and you're watching a movie, you know, and you're entranced by, you know, the visual imagery and all of that, or you're listening to music and you're listening to the emotive qualities of that music and all that, but it's the intellectual structure, I think, of a novel that gives you a universality, an understanding of the universality of human nature that I think is really kind of hard to beat. And so for me, that was one of the classic examples, you know, with some of those examples that you gave, of, you know, really incredible literature that I try and emulate in some ways, and in some ways try and do something a little bit different. Je vais commencer par la deuxième question en espérant que je n'oublierai pas la première. En fait, quel que soit le genre dans lequel on s'inscrit quand on se met à écrire, je crois que c'est important de savoir ce qui a été fait avant et comment on s'inscrit dans cette tradition. Moi, j'écris à la première personne et parce que il me semble que c'est important que le lecteur sache ce qui se passe dans la tête de Walt, et ça donne une perspective tout à fait unique. Pour moi, c'est un des pouvoirs les plus puissants de la littérature, comparé à d'autres formes d'art, par exemple le cinéma, pour n'en citer qu'un. Avec le cinéma, on n'a pas accès à cette universalité de la nature humaine qui nous est fournie par la littérature. Now help me out. What was the first part again? What was the first part of the question? How did I start writing? That's right. That's right. What made you start writing? What made me start writing? I come from a family of storytellers. And my mother was one of the most incredible storytellers you could ever. I'm afraid you're spending the evening with the worst storyteller in the Johnson family, is what you're spending here this evening. Like that. But my mother was incredible. She had an amazing talent at being able to tell stories. And when I grew up, you know, we didn't have a lot of money. Like that, we weren't very, very rich at all. Like that, and since we didn't even have a television, for God's sake, like when I was growing up. And so one of the things we would do though is after dinner, we would go out on the porch and tell stories. And so you had 3 different generations of family members telling stories. And I was the worst one. I was the worst storyteller in the whole family. And so I got to hear a lot of stories, but I didn't tell a lot of stories. And so one of the nice things is like I started thinking to myself, okay, well, if I can't tell stories, maybe I can sit down and I can write stories. You know, because writing stories gives you an incredible ability to go back and perfect, you know, to become friends with the rewrite.
You know, where you go back and you think you know what a story is about, but no, you really don't know until you tell that story, and then you can go back and work on that story and rewrite that story and work it and work it and work it to the point where it becomes something that you want it to be. It's not as improvisational, but it does give you an opportunity to go back and work on it over again and make it into what you want. And so for me, the whole thing became, if I can't tell stories, maybe I can write them. And that's how it all started for me. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à écrire? Vous avez devant vous le pire conteur de la famille Johnson. C'était ma mère qui était la meilleure. Quand j'étais petit, on n'avait pas de télé, et donc le soir après dîner, on s'installait tous sur le porche et on racontait des histoires, les 3 générations. Et moi, j'étais le plus mauvais conteur. Alors, j'ai écouté beaucoup d'histoires, j'en ai entendu beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup raconté. Et puis, quand j'ai grandi, j'ai fini par me dire peut-être que je peux pas raconter des histoires, enfin les dire oralement, mais peut-être que je peux me mettre à les écrire. Et en fait, l'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut reprendre, retravailler jusqu'à obtenir un objet qui commence à ressembler à ce qu'on veut. D'autres questions? J'aurais une question sur le TV show, le Maya. Quel était votre rôle exact sur ce TV show? Et quelle impression ça vous a donné de voir vos personnages matérialisés ici? I get asked that question a lot, and the only honest response to whenever you see your characters, you know, up on the screen and everything, it's kind of like having a plant, you know, in your house, and for like 7 or 8 years, and then coming down one morning and having it start talking to you. That's what it's like. It's really weird. Like, that is what it's like. You know, because you've got these characters in your head, you know, and then all of a sudden there they are talking like that, and it's wonderful, but it's weird too. It's still weird. Oui, on me pose souvent cette question, ça fait quel effet de voir ces personnages devenir vivants? Ben, en fait, c'est un peu comme si vous aviez une plante chez vous et un jour, au bout de 8 ou 9 ans, vous descendez et tout d'un coup, elle se met à parler. C'est génial, mais c'est quand même un peu étrange. And everybody's better looking than they should be. You know, really, you know, they are. Like, because this is what Hollywood does. Like, you know. But, you know, it's been interesting like that because, I mean, there are limitations, you know, to what they do and how they do it like that. But I think that they've done a pretty marvelous job. Like, I think that they've done a wonderful job. One of the key elements, I think, was the casting of Robert Taylor. I think Robert Taylor does a really amazing job as Walt. When they first started to do the pilot episode of the television show, they were going to have a voiceover where you heard Walt talking. You know, there was a voiceover where you'd hear Walt thinking throughout, you know, the entirety of the episode. And I actually voted against that. I said, I don't think we should do that. You know, I think you let the actors act. You don't try and like say what they're acting. You know, if they're good enough, you'll understand what they're thinking. And I think that was one of the key elements, I think, you know, to the success of the television show. Bon, alors évidemment dans la série ils sont tous plus beaux que dans mes livres, mais ça c'est normal, hein, c'est Hollywood qui fait comme ça. Et puis évidemment il y a des limites intrinsèques à l'adaptation à l'écran. Un grand moment a été le recrutement de Robert Taylor, et je crois que ça a été le meilleur choix qu'ils aient fait. Et leur première idée c'était d'avoir une voix off qui explicitait les pensées de Walt, et j'ai voté contre. J'ai trouvé que ça marchait pas, et je leur ai dit que si l'acteur était suffisamment bon, normalement il n'en avait pas besoin de voix off. But it's still weird. It's still weird. My wife did a dirty trick to me like that. In the 6th season, the final season of the television show, we went down to go be on set, like, you know, because we would always go down every year at the beginning of the season to go be on set and say hello to the actors, you know, and you know, because they've become friends, you know, in many ways. Like that. And I remember for 6 years they'd asked me, they kept saying, you should do a cameo role. You should be, you know, in the TV show. You should do like a small little role in it. And I kept saying, no, I don't want to do that. I really don't. You know, I'm not an actor. I don't, you know, nah, that's a bad idea.
And so we went down for our visit in the 6th season, and we got there, and the producers looked at me and said, well, you need to go over to wardrobe and get your costume on. And I was like, what? Enfin, quand même, ça fait une impression bizarre tout ça. Et là, cette année, ma femme m'a joué un tour terrible au moment de la 6e saison. On descendait tous les ans parce que les acteurs sont effectivement devenus des amis. Donc on allait les voir au début du tournage. Et là, au début de la 6e saison, on descend, on va les voir. Tous les ans, ils me disaient, mais allez, tu devrais jouer un petit bout, faire une apparition. Je disais, non, moi je suis pas acteur, je suis écrivain, j'ai rien à voir avec tout ça. Et tout d'un coup, là, on arrive. Et le scénariste me dit, file voir la costumière et mettre ton costume. So they sent me over, and my wife had been in cahoots with the producers to get this done. And so they had this one little roll that was like maybe 40 seconds long. 40 seconds. There were no lines, not one. Okay, so it was only 40 seconds long. So they had faith in me. They thought that I could do that. They were wrong. They got me over there, and in the scene, what's happening is there's a character that has died. And so my job is, I'm the Undertaker, is what I am. And so I'm supposed to take this box of ashes of the character that's died, and I'm supposed to take the money from Walt, and then take the box, and then put it up on the table and slide it over to Walt, indicating to him that for the amount of money that he's given me, you get the cardboard box, is what you get. So. Donc ma femme avait monté toute cette affaire avec l'équipe. C'était une séquence de 40 secondes et je n'avais pas un mot à dire. Et ils pensaient que j'y arriverais. Eh ben non. En fait, je devais jouer le rôle d'un croque-mort et je devais être assis en face de Walt et prendre son argent et lui donner une boîte en carton dans laquelle il y avait les cendres d'un mort, lui faire comprendre qu'avec si peu d'argent, il n'avait droit qu'à la boîte en carton. So, here I am, doing my big role, right? And so the director's here, and there are like 80 people, with cameras and lights and microphones and all this kind of stuff. I mean, there are tons of people around you, so it's really kind of weird right off the bat. And so Robert Taylor is sitting across the table from me, and so, I reach down, and I take the box and I set it up on the table, and the director goes, cut! And so I stop and I go, what? And he comes over and he goes, Craig, if you could not set the box of ashes up on the table like it's a bag of groceries, that would be really good. And so, they said, Donc me voilà prêt pour mon grand rôle. Tout d'un coup, une effervescence terrible, 80 personnes, les micros, les lumières, les machins. Et je prends la boîte en carton et je la pose sur la table. Et là, j'entends couper. Je dis, bah quoi ? Non, si tu pouvais éviter de poser cette boîte en carton sur la table comme si c'était un sac de courses juste ramené du supermarché, ça serait bon. So I go for cut 2, right? So I reach down, I get the bag of ashes, the box of ashes, I set them on the table, I slide them over to Walt. Cut! And the director comes over and goes, Craig, if you could not give Walt that creepy smile that you did when you're sliding the ashes over, if you could get rid of that. It took a half an hour for us to do 40-second scene like that. So you're not going to see me on the screen ever again. That's it. Donc on commence. Deuxième prise. Je pose la boîte, je la pousse vers Walt et là j'entends couper. Bon, Craig, si tu pouvais éviter de faire ce sourire absolument sinistre quand tu donnes la boîte, ça serait bien. Bref, ça nous a pris un temps infini. So don't look for me again. It's not going to happen. Une dernière question, puis après vous pourrez poser vos questions directement à Craig en mangeant un morceau. Alors je vous passe le micro. C'est une question à propos des titres. Mais certains titres sont traduits, d'autres non. Et j'aimerais savoir, quand ils sont traduits, c'est pas une traduction littérale, mais j'aimerais savoir le regard de l'auteur sur les traductions non littérales des titres.
Well, I mean, the difficulty that you run into with titles is the same thing that you're going to run into, and Sophie can probably answer this better than I can. When you're dealing with a cross-cultural, kind of situation like that, there'll be a turn of phrase that will work, in one language and in one society, one culture, not necessarily in the other. The original title for the first book was The Cold Dish. And the idea being like that revenge is a dish best served cold. But the problem was that in the translation it sounded like leftovers is what it sounded like. And that really didn't work in French. And so one of the things I think that they did really, really well was to take the character of Melissa Littlebird. She's the crux. She's the turning point of the entire novel. And I thought that one of the things they did in that translation of that particular novel, like that was the title, which was perfect. It was a perfect translation of it. And so you either trust the people that you work with, and you try and get the very best people that you can work with, and you hope for the best, like that, and that's the best you can do, because my knowledge of French culture and my knowledge of French language is so minuscule. I have to trust the people that I'm working with. Like, unfortunately, I've got some of the best people in the business to work with. Notre traducteur. Le traducteur n'a rien à voir avec le titre. Ce n'est pas le traducteur qui choisit le titre. C'est l'éditeur. Donc, ce que disait Greg, c'est qu'effectivement, quand on change de culture, le titre d'origine ne fonctionne pas forcément. Dans le premier volume de la série en anglais s'appelait The Cold Dish. Donc le sous-texte évidemment c'est la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors toute solution du type le plat froid, etc. quand même ça fait un peu les restes du dimanche soir, donc ça passait pas des masses. Il a fallu donc trouver autre chose. Little Bird, comme vous le savez, c'est le nom de Melissa Littlebird qui est le personnage principal. Et si vous voulez en savoir plus sur les titres, c'est un monsieur Gallmeister qui... Ouais. That's one of the things, I think Oliver touched on it like that, but he didn't really go very far with it like that because they're bashful and they won't. One of the key elements, I think, whenever you've got a book that works, especially a foreign book that works in the French language, you've got a couple of elements there that really have to fall into place, that have to be just really amazing. One is you have to find a publisher who will look at a book in another language and say, okay, we can make this work. We can really make this work. And then the other one is finding a translator who is able to not let things go, who will fight really hard, to make it work in the language, that the book is being published. I mean, I remember one of my favorite, stories to tell is that when the first book was being published, Oliver and poor Sophie, they would argue over one word for like 2 or 3 days. Neither one of them giving ground, saying, no, I'm right. And the other one, no, I'm right. Like that. And when you've got a publisher and you've got a translator who are willing to fight that hard for one word in your book, you got it made. I just stepped back, and was like, you guys fight it out, let me know. We'll go from there. Il y a quelques éléments clés pour avoir du succès quand on publie un livre à l'étranger. D'abord, il faut un éditeur qui va se lancer, prendre le risque, etc. Et puis, il faut un traducteur. Et au moment de la traduction du premier livre, Craig a appris que Oliver et moi, on pouvait discuter pendant 2 ou 3 jours sur certains mots. Aucun des deux ne voulant lâcher l'affaire. Et Craig trouvait ça assez intéressant que 2 personnes arrivent à se battre comme ça si longtemps autour d'un mot. Et bon, bah, écoutez les gars, je vous laisse faire, vous me prévenez quand c'est fini. Bon, bah écoutez, je vais tous vous remercier de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions. Merci à Craig. Évidemment, merci à Sophie pour à prendre un verre, manger quelque
quelque chose et surtout les livres sont là pour vous et Craig se propose gentiment de les dédicacer. Merci à vous. Et l'échange n'est pas fini, vous pouvez discuter avec Craig et en français, en anglais, en américain, parce qu'on a des pros dans la salle.